On va procéder de la façon suivante. D'abord, on va expliquer pourquoi le crowdfunding, pourquoi ça existe effectivement aujourd'hui. Est-ce que c'est une vraie création ou est-ce que c'est quelque chose qui fait l'objet d'une maturation au fur et à mesure du temps. Ensuite, on vous expliquera ce que c'est réellement le crowdfunding, avec ses différentes formes, différents outils, différents acteurs. Hein. On regardera quelques exemples. Et puis en dernière partie, on essaiera de soulever quelques problèmes. Hein. Qu'est-ce qui limite le développement? Quels sont les risques associés? Quel est le potentiel de développement? Je sais pas, qui va ramasser la mise à la fin? Est-ce que c'est une industrie indépendante qui est en train de naître? Ou est-ce qu'au fond, des acteurs que tout le monde connaît aujourd'hui bien seront ceux qui intégreront le crowdfunding à l'avenir? N'est-ce pas? Tout y est. Et il sera midi. Alors, je pense que le premier point auquel il faut souligner, c'est en fait le problème des besoins de financement. On court depuis très longtemps après des financements adaptés à toute une série de besoins. Alors, vous êtes des acteurs qui avaient des besoins de financement. Vous n'êtes pas les seuls. Il y a les startups, on en parle aujourd'hui. Il y a des entreprises plus classiques. Il y a des projets immobiliers qui ont aussi besoin de financement et qui ne trouvent pas forcément dans le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui les ressources qui leur sont effectivement nécessaires. Alors, en face de cela, on a, pour une série de raisons, des liquidités extrêmement abondantes. Vous pouvez entrer dans une agence bancaire, vous demandez au directeur d'agence quel est son problème. Son problème, c'est de trouver des bons clients parce qu'aujourd'hui, il a des ressources extrêmement importantes, donc il ne sait pas quoi faire. En particulier lorsque vous allez dans des banques qui sont situées dans certaines régions, pensez à l'est de la France par exemple, et qui n'ont pas énormément de clients entreprises. Donc on a cette situation duale qui est tout à fait étonnante. On a aussi probablement au fond de tableau l'évolution des marchés financiers qui est sur ce plan-là un échec. On a connu toute une série de développements, le second marché, Internet, etc., bon, qui ont plus ou moins bien fonctionné, mais qui n'ont pas permis de remplir, faire face à tous les besoins de financement, même des entreprises, sans parler des acteurs de type public, parapublic, auxquels vous appartenez pour la plupart d'entre vous. Deuxième point, on a de la part de ceux qui détiennent la liquidité, les épargnants, on a probablement un changement de comportement. D'ailleurs, on y reviendra parce que les investisseurs, les acteurs dans le domaine du crowdfunding, ceux qui apportent la ressource, n'ont pas exactement le même profil que ceux qui prêtent habituellement ou ceux qui investissent habituellement en actions. Probablement dans leurs caractéristiques démographiques ou financières, ils ont une différence dans le comportement. Ils ont besoin d'être associés au projet. Dans quoi je mets mon argent? Je ne veux pas simplement mettre mon argent dans une entreprise ou une activité, je veux financer un projet précis. Et je veux pouvoir suivre ensuite, effectivement, ce projet. Je veux qu'on me donne de l'information, je veux un retour. Alors, est-ce que le retour doit être uniquement informationnel? Est-ce qu'il doit être aussi récompense d'une forme ou d'une autre, puisque ce sera une des formes du crowdfunding dont on parlera effectivement tout à l'heure. Troisième idée, bien sûr, c'est la modification technologique. Il n'y aurait pas de crowdfunding aujourd'hui sans Internet. Donc on a ces deux premiers éléments, on a Internet, et puis en fait on a quand même une espèce de tradition de mutualisation. Alors, c'était la base des mouvements de mutualisation qui par exemple la création de crédit mutuel, d'un certain nombre de mutuelles en matière d'assurance. C'est aussi des réalisations sur d'autres continents, sur le continent africain, par exemple. Donc on a cette idée de mutualisation qui est effectivement présente. Mais l'arrivée d'Internet, la création des plateformes, a permis effectivement de passer à une autre étape avec bien évidemment une communication, une information beaucoup plus développée, avec une rapidité d'exécution, avec des coûts de traitement qui sont effectivement beaucoup plus faibles. Donc la conséquence, ça a été une croissance rapide, exponentielle même, de
crowdfunding. On vous donnera quelques chiffres tout à l'heure. Hein. Vous verrez d'ailleurs que non seulement c'est en croissance, non seulement c'est parti, comme toujours, des États-Unis. En fait, quand on regarde bien aujourd'hui dans le monde, les taux de croissance les plus importants ne sont plus aux États-Unis. Ils sont sur les grands marchés émergents où il y a des ressources financières disponibles. C'est pas difficile à trouver. C'est un certain nombre de pays asiatiques. Il y a plus de 4000 plateformes en Chine, par exemple. Donc c'est une industrie qui est en train de se répandre, effectivement, à travers le monde. La plateforme de quoi changer? Pardon, oui. La plateforme de quoi changer? Oui. On reviendra sur les On reviendra dessus. le rôle de chacun, mais oui, il y a quelques chiffres. À la fois c'est comparable, c'est pas peut-être aussi complètement comparable, enfin, une série de caractéristiques, donc ça s'est développé exponentiellement, et puis peu à peu, mais ça on va l'expliquer plus en détail, le crowdfunding a évolué, en gros a évolué du don vers ce qu'on appelle nous l'equity, avec une série d'étapes, c'est-à-dire la participation en action, et investir pour des sociétés aujourd'hui à travers des actions qui nous sont vendues à travers des systèmes. Donc c'est une approche, c'est une méthodologie extrêmement vaste qui peut permettre de faire face à toute une série de situations, de problèmes, de besoins de financement tout à fait différents. Alors on pourra discuter de tout ça, parce que vous êtes généralement dans des structures juridiques qui sont plutôt collectivités, établissements publics, voire peut-être des fondations. Donc le problème juridique sous-jacent va se poser. Mais vous savez, dans des domaines assez voisins du vôtre, il y a dans ce pays des évolutions en matière juridique. Moi, je vous dirai un mot si on en a le temps, si ça vous intéresse, par exemple, de ce qui se passe dans les grandes écoles de gestion, où on était des établissements publics, on était même des services, des chambres de commerce. Vous imaginez ça, hein? Qu'est-ce qui s'est passé, hein? Que devient-on? Qu'est-ce que le législateur, finalement, après beaucoup de tergiversations, accepté de faire avec une disposition législative très récente et qui commence à être appliquée. L'exemple de l'HEC, maintenant celui de SCPO auquel je suis lié, eh bien, on montre ce qu'on peut faire. Voilà. Peut-être sans vous assommer de chiffres, hein, mais pour vous montrer et illustrer ce que vient de dire Alain, retenez quand même quelques données clés. En 2009, au niveau mondial, il s'était investi 500 millions de dollars dans le crowdfunding, en 2009. En 2015, qui est pour l'instant la dernière année connue pour cause, on est à 34 milliards de dollars. 34 milliards de dollars versus 530 7 ans avant. Première idée simple, c'est un marché qui se développe à toute allure. Idem en Europe, où dans la ligne des États-Unis, c'est le Royaume-Uni qui est le premier marché, mais la France, c'est intéressant, en 2011, 8 millions investis dans les différentes formes de crowdfunding, donc je vais y revenir maintenant, l'an dernier, 300 millions. Donc on est sur des marchés qui sont en plein développement, répondant à la fois à ce qui était évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire un besoin, et puis l'apparition d'un nouveau public prêt à investir sous les formes de crowdfunding dont je vais vous dire un peu. Alors, la France est relativement en avance en matière de législation, puisque la première fois où les pouvoirs publics ont abordé le crowdfunding, c'était en 2013, aux assises des entreprises, et en 2014 est venu un texte de force de loi qui a mis en place le cadre juridique du crowdfunding en France, d'abord en créant deux formes de plateformes, puisque les plateformes sont un élément important, je vais revenir là-dessus dans l'organisation. Les gens qui sont les conseillers en investissement participatif, qui sont effectivement les plateformes qui concernent les émissions d'actions, et puis les intermédiaires en financement participatif qui, eux, visent les plateformes qui font du prêt. Deuxième idée, c'est un cadre juridique assez prégnant, puisqu'il y a deux organismes qui contrôlent la vie des plateformes, l'AMF, l'autorité des marchés financiers, et l'ACPR, qui est l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui, elle, concerne d'autres plateformes. Les plateformes en question devant être autorisées par une troisième entité juridique, qui est l'ORGAS, qui actuellement valide les créations de compagnies d'assurance. Donc, ça pour vous dire que c'est relativement encadré.
Ce qui est intéressant aussi, c'est la protection des épargnants, puisque, et d'ailleurs le décret modifiant les plafonds originaux vient d'être modifié, il est apparu il y a 3 jours. Effectivement, vous avez des limites pour les gens qui prêtent, 2 000 € par prêteur et par projet maximum. L'idée étant effectivement qu'on ne se laisse pas dépasser par, je dirais, par l'embellie d'un projet, 2 000 €. Et 5 000 €, ça c'est pour les prêts rémunérés, et 5 000 € pour les prêts non rémunérés, je reviendrai là-dessus rapidement. Même combat pour les sociétés qui font appel au financement participatif par le financement par action. Et là, jusqu'à 2,5 millions, elles sont dispensées de sortir un prospectus d'information auprès de l'AMF, qui est une incitation évidemment à utiliser le crowdfunding. Alors, Alain faisait allusion au crowdfunding et aux formes de crowdfunding. Souvent, au départ, on parlait du don. On disait le crowdfunding par le don. D'ailleurs, le mot crowdfunding est venu par la vague américaine. En français, on parle de financement participatif. Donc le don, quand on regarde au niveau mondial, en 2011, le don représentait 54% du crowdfunding. Aujourd'hui, au niveau mondial, il n'en représente plus que 25%. En France, sur la même période, en 2011, le don représentait 64% des opérations de crowdfunding, donc 64% de 8 millions. En 2015, le don ne représente plus que 17% du crowdfunding, c'est-à-dire 17% de 300 millions. Je n'ai pas très bien compris la différence entre les prêts par action. Non, c'est pas les prêts. J'y viens. Rapport avec le don. J'y viens. Le don, c'est très simple. Vous donnez. Oui, ça, c'est vous donnez une somme et puis quelle que soit l'utilisation et le résultat. Ensuite, la deuxième forme, et j'y viens, c'est le prêt. Le prêt, il peut être soit rémunéré, c'est-à-dire avec un taux d'intérêt, soit il peut être gratuit. Ces prêts représentaient 40% du crowdfunding au niveau mondial en 2011, représentent aujourd'hui 68% au niveau mondial. En France, même période, 24% en 2011, le prêt dans sa globalité, rémunéré ou pas rémunéré, et en 2015, 66%. Donc le prêt a vraiment, effectivement, connu un développement très conséquent. Troisième forme. Est-ce qu'il y a des exemples de grandes plateformes de prêt? Bien sûr, oui, on va y venir. Il y a des gens spécialisés dans le prêt, il y a des gens spécialisés dans le don, et des gens spécialisés dans l'action. Troisième forme donc, de crowdfunding, c'est ce qu'on a développé beaucoup dans le bouquin, c'est ce qu'on appelle le crowd equity. Equity voulant dire action en anglais. C'est-à-dire en fait le crowdfunding par apport de capital. Quelqu'un a un projet, cherche à le faire financer, et donc il propose via une plateforme que des gens qui auront de facto le statut d'actionnaire puissent apporter effectivement leur argent, leur épargne à ce projet. Et là, c'est la situation de l'actionnaire classique. Vous allez dire le prêt aussi, le prêt peut ne pas être remboursé. Si ça tourne mal, vous perdez votre argent. Normalement, en général, les projets, on va dire un mot pour les plateformes qui les sélectionnent, les projets sont des projets solides, fiables, mais il peut arriver que ça tourne mal. Donc, dans le cas, par contre, d'une action, vous pouvez très bien perdre complètement votre argent. Mais comme vous le perdez si vous investissez à la bourse. Et à l'inverse, vous pouvez aussi gagner. Alors, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Sur les investissements en action, vous pouvez avoir des projets complètement différents les uns des autres. Ça peut être une start-up, au sens classique du terme, je ne sais pas, biotech ou système d'information. Ça peut être ce qu'on va beaucoup se développer, des projets immobiliers. Mais ça peut être des institutions éducatives qui adoptent certaines formes juridiques. Donc on a un spectre d'utilisation du capital, d'investissement capital à travers le mécanisme de justice-là, qui est extrêmement large. Alors justement, quels sont les crowdfunders dont on vient de parler, qui participent à toutes ces opérations? La dernière statistique disponible, en France, 2 300 000 crowdfunders, c'est-à-dire des gens qui, soit par le don, soit par le prêt, soit par l'investissement en capital, ont participé à une opération de crowdfunding. Pour que vous ayez des chiffres en tête, donc 2,3 millions de crowdfunders,
il y a en France 3 millions d'actionnaires, au sens traditionnel du terme, dont à peu près 1,5 million de gens vraiment actifs. Donc vous voyez que déjà, les gens ayant en France déjà fait une opération de crowdfunding, c'est un volume déjà très conséquent. Alors, pour rebondir sur vos questions induites, quels sont les montants moyens investis par ces crowdfunders? Quand vous regardez le don, c'est symbolique, c'est à peu près 50 €. Petite somme. C'est assimilable à ce que certains d'entre vous versent à telle ou telle association. Le prêt, deux cas de figure. Pour le prêt rémunéré, l'apport moyen par crowdfunder est de 430 €. Alors que pour le prêt non rémunéré, qui s'assimile au fond un peu à un don, en espérant retrouver simplement son argent, là on est qu'à 78 €. Troisième donnée chiffrée, je suis navré, mais on fait un peu de finance, c'est le crowdfunding par l'action, donc par le capital. Et là c'est très clair, c'est 4 300 €. Ce sont donc des profils de gens qui là ont un comportement, je ne dirais pas plus d'actionnaires, mais beaucoup plus important que quand vous êtes simple prêteur. Alors, comment tout ça se passe? La relation entre le projet et l'épargnant, c'est la plateforme. Et comme l'a dit Alain, c'est la plateforme Internet. S'il n'y avait pas Internet, il n'y aurait pas eu les plateformes, il n'y aurait pas eu l'explosion du crowdfunding dans le monde et en France. Ces plateformes, aujourd'hui en France, il y en a 75. Il est très clair, et quand on a fait le bouquin, on a rencontré un certain nombre de présidents de plateformes, il n'en restera pas 75 dans 5 ans. Ce sera comme dans toute l'organisation du monde financier classique, il y a un minimum de rentabilité. On considère qu'une plateforme ne peut bien vivre que si elle fait à peu près 5 à 7 millions d'opérations par an. Si vous divisez 300 millions par 75, vous voyez qu'on en est loin. Donc ça veut dire qu'on ira probablement entre 5 et 10 plateformes qui survivront dans les années qui viennent. Avec évidemment une priorité à ceux qui ont déjà pris de l'avance. On dira un mot tout à l'heure. Donc effectivement, des plateformes qui se rémunèrent comment? Qui se rémunèrent en prenant une quote-part et un droit, des frais de gestion sur les opérations menées. Pour votre information, et ça montre un peu la sécurisation du secteur, les gens qu'on a rencontrés nous ont dit qu'en moyenne, sur 100 dossiers qu'ils recevaient, et en particulier dans le crowdfunding par capital, par action, ils en gardent 5. Ils en proposent 5. Et sur ces 5, en moyenne, on a 4 sur 5 qui vont au bout à des degrés divers. Soit, effectivement, la demande initiale est complètement satisfaite, soit elle n'est satisfaite qu'en partie, donc ça ne gêne pas quand même le développement de l'opération. Alors, Alain faisait allusion, et je terminerai par là, sur les secteurs. On a tout secteur, mais il y a un secteur qui est de plus en plus en développement, notamment chez la plateforme Anaxago qu'on a rencontrée, qui est une plateforme qui est spécialisée dans ce qui est l'apport en capital, c'est l'immobilier. Pourquoi? Mais pour une raison très simple, c'est que les banques sont de plus en plus contraintes par les règlements internationaux à ne pas prêter plus qu'un certain pourcentage de leurs fonds propres, et qu'à partir de ce moment-là, elles demandent aux promoteurs immobiliers, y compris de petits programmes, les exemples qui vous avez cités, des petits programmes dans le sud, Montpellier, en l'occurrence. Donc effectivement, ces banques demandent des fonds propres de plus en plus importants aux promoteurs. Où est-ce que ces promoteurs trouvent les fonds propres? Auprès des plateformes, auprès de gens qui sont prêts à travers une plateforme à financer un programme immobilier. C'est un exemple, on en a d'autres dont on dira un mot tout à l'heure dans le bouquin sur des exemples qui peuvent être des toutes petites opérations, des opérations plus conséquentes et des opérations très importantes. Oui. Immobilier d'entreprise ou immobilier? Non, immobilier particulier. Des programmes immobiliers à Montpellier, en l'occurrence, qui vous avez présenté ce programme. C'est un programme de, je crois, 80 logements. C'est très moyen. Oui, très taille moyenne. Comment on fait un projet? Comment on fait un projet? Il y a un certain nombre d'étapes. Je trouve ça d'ailleurs très détaillé dans le livre, pour ceux qui ont l'occasion de regarder ça, à la page 91, très précisément, il y a un très bon tableau. Première étape, c'est de rendre le projet possible, c'est d'assurer sa faisabilité,
priorité, c'est l'étude amont, effectivement, du projet. 2, c'est d'en faire la promotion, c'est de vendre effectivement ce projet. 3, c'est de déterminer le besoin de financement. C'est à la fois le montant, c'est la nature, c'est la durée, c'est les coûts que le projet peut supporter. 4, c'est dans certains cas de figure la contrepartie, c'est le cas du don avec contrepartie qu'on a mentionné effectivement tout à l'heure, qui est contraint d'ailleurs par un certain nombre de réglementations en matière fiscale. Alors, ensuite, ce sont effectivement les caractéristiques de l'opération elle-même, c'est-à-dire la durée pendant laquelle on va proposer sur la plateforme ce montage. C'est le nombre d'investisseurs que l'on cherche à recueillir et la nature de ces investisseurs. On va chercher des investisseurs très concentrés, très dispersés au contraire, avoir surtout des particuliers, avoir d'autres types d'apports. C'est la mise au point de la politique de communication. Et puis c'est enfin progressivement l'élargissement de cette politique de communication au fur et à mesure qu'on commence à recueillir des fonds, puisque beaucoup de projets commencent par mobiliser de l'argent de personnes physiques que l'on connaît, et ensuite on utilise ces fonds des apports en quelque sorte pour faire boule de neige et pour élargir la nature et le nombre des financeurs. Donc voilà quelques données sur la préparation d'un projet, telles que alors, ce qu'il faut retenir, c'est d'une part l'extrême visibilité des projets. Alain disait, oui, l'effort de communication, parce que ça a été mon métier, mais il faut savoir vendre son projet. Il faut savoir le vendre d'abord à la plateforme. Je vous ai dit, 100 projets reçus par les plateformes, 5 retenus. Pas beaucoup. Et deuxième étape pour le porteur de projet, le promouvoir à travers la plateforme, par une véritable politique de communication qui s'assimile, que ce soit prêt ou que ce soit action, qui s'assimile pratiquement à une action de communication financière d'une société qui rentrera en bourse. Vous devez expliquer votre projet, vous devez expliquer vos produits ou vos services, vous devez expliquer votre légitimité, votre expérience, vous devez contrer l'univers concurrentiel, parce qu'évidemment, un projet n'a de sens que s'il passe à travers les mailles de la concurrence. Vous devez présenter votre plan de développement, votre plan de financement, et idéalement, parce qu'on n'est pas là à vie, et ce sera un des points qu'on évoquera en conclusion, comment vous prévoyez la sortie des investisseurs. Encore une fois, le don, c'est définitif, vous avez donné vos sous. Le prêt, vous espérez être remboursé au bout de 5 ans ou 7 ans, ça dépend de la finalité du prêt. Par contre, quand vous investissez de l'argent à travers des actions dans une société, vous attendez de pouvoir sortir un jour, pas demain matin, mais dans quelques années, 4, 5, 6 ans. Et donc là, il faut que vous donniez confiance aux investisseurs et que vous leur certifiez quand même qu'ils trouveront d'abord une valorisation de leurs fonds, donc c'est la crédibilité de votre plan, business plan, comme on dit dans le jargon, et la probabilité de sortir. Les formes de sortie, on en parlera tout à l'heure, étant aujourd'hui des incertitudes sur le développement du patrimoine. Il faut toujours penser qu'un projet peut avoir des étapes dans sa vie. Vous êtes donné une première fois, vous demandez de l'argent à travers des dons, à travers des prêts, à travers la souscription d'actions. Et 2 ou 3 ans plus tard, vous pouvez avoir à nouveau besoin de ressources financières. Ça veut dire que il faut satisfaire ceux qui vous ont apporté de l'argent la première fois si vous voulez qu'ils nous reviennent une deuxième fois. C'est un problème qu'on trouve sur tous les marchés, on est sur un marché comme sur un autre marché. Mais c'est vrai pour le don. C'est vrai pour le don. Si les donateurs ont l'impression que vous avez mal utilisé votre argent, ils ne reviendront pas. Si vous voulez qu'ils reviennent régulièrement, il faut derrière prévoir de la communication, des résultats, il faut que la production, ce que vous produisez, que vous avez promis soit réalisé. En fait, c'est de la communication et du plan qui s'exécute. Alors sur les exemples qu'on a cités, les uns étant connus, les autres ayant été obtenus lors des entretiens, on a tous les cas de figure. On a par exemple EDF qui, en Lorraine, a proposé à 2 villages, donc à leurs habitants, de financer un parc d'éoliennes.
l'enjeu était pas énorme, 175 000 euros. C'était des ressources, c'était pour l'étude. Hein. Oui, un projet d'étude. Donc ça a été financé très rapidement et très au-delà. On a trouvé aussi d'autres histoires avec AXA, d'autres projets. AXA a financé notamment une production de fromage de chèvre et puis des productions de macarons en Bretagne. Et puis un troisième exemple qui était quelqu'un qui était ingénieur et qui avait observé, notamment il était dans l'Ouest, qui avait régulièrement des inondations et que régulièrement il y avait des gros problèmes et que régulièrement ça coûtait très cher aux assurances. Et donc il a créé un projet, il a développé un projet de volet roulant protecteur contre ces inondations. Voilà des exemples de projets qui ont été financés par le crowdfunding, et puis des trucs beaucoup plus simples, comme vous l'avez expliqué le président de Babylone. Babylone, c'est la première plateforme en matière de prêt, qui a financé une coiffeuse à Angers qui avait besoin de 5 000 euros pour faire redémarrer son salon de coiffure, et puis à l'opposé, Phnom Penh en l'occurrence, quelqu'un qui avait besoin de développer son commerce de bonbons. Ça a été financé de 5 000 ou 7 000 euros, c'est pas grand-chose. Et ça a été financé par la plateforme Babylone. Donc les exemples peuvent être extrêmement différents. Alors on a aussi trouvé des exemples qu'on a poliment appelés un peu discréditants le crowdfunding, c'est-à-dire par exemple celui, mais ça a marché, qui a aux États-Unis fait financer une recherche sur les salades de pommes de terre. D'autres en Grèce, au moment où ça allait mal pour la Grèce, qui avait donc mis en place un projet de financement par action, et il a obtenu plusieurs milliers d'euros en échange de la photo de Tsipras, qui n'était même pas dédicacée. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'il y a une part un peu de folie dans tout ça. Mais on revient à mon chiffre de base, 5% seulement des projets amenés devant les plateformes sont présentés au public, donc la sélectivité est relativement forte. Sur les noms de plateformes, vous me demandiez des noms de plateformes, c'est un peu difficile de vous en donner une seule, mais par exemple sur les prêts, les dons, My Major Company qui a été la première, vous connaissez sûrement tous Grégoire, donc ça a été la première opération de crowdfunding en France par le don, c'était My Major Company en 2007. Ils ont arrêté de faire du crowdfunding il y a quelques mois, ils ont encore des opérations qui sont ongoing. Sans ça, vous avez KissKissBankBank, vous avez Ulule. Bon, ça, c'est des plateformes pour le don, c'est les plus connues, mais encore une fois, je ne veux pas être hyper sélectif. Pour le prêt, la principale, c'est Babylone, qui est gérée par M. Poissonnier, mais vous avez aussi Credo Funding, Hexagone, FinSquare, c'est-à-dire des noms que vous voyez parfois dans des opérations de financement. Et puis, pour ce qui est des plateformes de capital, KissKissBankBank fait maintenant du capital, et Anaxago est une de celles dont on parle beaucoup dans le bouquin, c'est une des plus sérieuses. Encore une fois, là-dessus, 75 plateformes, 5 à 10 survivront. Sachez qu'elles ont toutes été autorisées par Orias. Parfois, il y en a une ou deux qui a du retard. Déjà, si elle n'est pas encore autorisée, on oublie. Et ce qu'il faut voir, c'est le volume d'opérations faites par chaque plateforme. C'est public, c'est accessible sur leur site. Et si elles n'ont pas, allez, 5 millions d'opérations par an, il faut fuir. Conclusion. Donc, on laisse 5 millions d'opérations, c'est quoi? 5 millions d'euros. 5 millions d'euros. D'accord, oui. Le montant, En d'opérations. raison d'euros. Oui, c'est le minimum, sans ça vous ne vivez pas. Parce qu'une plateforme, peut-être un mot là-dessus avant que Alain dise un mot de conclusion pour laisser le débat. Une plateforme, nous on est allé par exemple chez Anaxago. Anaxago, ils ont des bureaux, j'exagère à peine, mais ça tient dans cette salle. Une fois et demie cette salle. Il y a juste la place pour le ping foot, un peu l'univers des agences de com que j'ai bien connu. C'est
beaucoup de gens qui travaillent sur ordinateur, puisqu'ils reçoivent des projets, ils les analysent. Ensuite, ça passe à un comité de sélection des projets internes à la structure. Et puis après, l'essentiel se fait par numérique. Il n'y a pas besoin de 25 mètres carrés par consultant. Donc ça tient peu de place, c'est assez jeune. C'est un univers assez jeune. Hein. Quand on était allé chez Babylone, là c'est même très très jeune. Les gens venant largement des écoles de commerce, souvent, et qui sont des gens qui font soit de l'analyse financière pour valider ou pas les projets, soit de la mise en forme, effectivement, et sur le site de la plateforme ou aidant les clients à améliorer la façon de présenter leur projet. Encore une fois, on est là bien dans la démarche, si c'est pas mon projet qui est financé, c'est le voisin, et si c'est le voisin, c'est moins moi. Donc on est clairement dans une démarche de marketing financier, on ne peut pas se cacher à son petit bout. Alors, encore une fois, on l'a évoqué tout à l'heure, les enquêtes qui sont publiques montrent que les crowdfunders, les 2,3 millions dont je vous ai parlé tout à l'heure, sont des gens en moyenne un peu plus jeunes que les actionnaires, on est plutôt dans la quarantaine, de milieux sociaux, professionnels plutôt aisés, mais ayant une forte sensibilité à la proximité des projets, à la nature des projets. On n'est pas tout à fait dans les mêmes profils que les actionnaires traditionnels. D'ailleurs, par principe, ils sont plus âgés. Donc c'est le crowdfunder, c'est-à-dire celui qui va apporter des sous, en particulier pour l'equity, l'action. C'est pas tout à fait le profil traditionnel de l'investisseur classique. Mais en même temps, et on le dit très clairement dans le bouquin, c'est pas des philanthropes non plus. Si vous investissez 4 000 €, c'est l'investissement moyen que je vous ai donné tout à l'heure, c'est pas pour les perdre. C'est au minimum pour les retrouver. Et peut-être donc ça me permet de faire la transition avec la conclusion, c'est comment on en sort de tout ça pour le crowdfunding. Et quel est l'avenir du crowdfunding? Les questions qu'on peut se poser sont de nature diverse. La première, c'est de savoir au fond si ce type de financement, c'est un complément ou une substitution. La réponse est probablement un peu les deux. C'est à la fois un complément et une substitution. Il est clair qu'un certain nombre d'entreprises ou un certain nombre de projets ne trouvaient pas de financement. Aujourd'hui, les contraintes mises sur le système bancaire font que, globalement, les banques financent moins facilement des projets ou des entreprises de petite taille. Donc, il y a un effet aussi de substitution. On vient de le dire, il y a du côté des apporteurs de fonds un complément, puisque globalement, ce n'est pas exactement les mêmes personnes qui investissent en actions, qui achètent des obligations ou qui mettent de l'argent dans des projets de crowdfunding. Donc, on attire, au fond, dans la mécanique financière, un peu plus de nos concitoyens. Deuxième idée importante, c'est est-ce que ce sont des particuliers uniquement qui sont impliqués dans ce développement ou est-ce qu'il y a d'autres types d'acteurs? Alors vous avez compris tout à l'heure, à travers la présentation rapide des projets d'AXA et des projets d'EDF, qu'il y avait des grandes compagnies nationales ou privées qui intervenaient dans ces projets. AXA double la mise des apporteurs de fonds. Vous présentez un projet, on voit qu'il est sans à travers le système du crowdfunding, on regarde à la fin ce que sont les crowdfunders et AXA s'engage à doubler la mise. Donc, on sent bien que dans un certain nombre de projets, tout au moins, les grandes entreprises, pour des raisons qui peuvent être financières, pour des raisons qui peuvent être de diversification, qui peuvent être tout simplement de communication et d'image, interviennent fortement. Dans l'affaire EDF, il s'agissait, en créant un projet d'éolienne, d'associer les habitants de la région au projet de telle manière qu'il n'est pas la mauvaise idée de participer à des associations hostiles au développement des projets. C'était avant tout quand même de la communication, ce n'était pas les sommes rassemblées qui étaient un problème réel de financement pour EDF. Et la vraie question qui se pose, c'est quid des banques et des compagnies d'assurance. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est que manifestement, elles ont de plus en plus d'intérêt pour les plateformes de crowdfunding, elles prennent des participations, en particulier, j'ai cité le cas des mutualistes, qui participeraient
Aviva, du côté des assureurs, La Banque Postale. ou la Banque Postale, qui ont déjà investi des sommes relativement importantes dans des plateformes. Donc, le nœud du système, c'est les plateformes. C'est les plateformes, et c'est le pouvoir de ces plateformes, d'une part, dans la sélection des projets, et c'est le pouvoir des investisseurs dans ces plateformes. C'est donc le problème de la répartition de ces investisseurs dans le capital, effectivement, de ces plateformes. Autre élément important, c'est comment évolue ce crowdfunding. Et ce qu'on voit bien, les chiffres qui ont été cités le montrent, on a un glissement progressif du don vers le don avec reward, avec récompense, vers le prêt, puis vers l'équité. Alors ça ne veut pas dire que le don disparaît, il continue à croître, mais il continue à croître à un rythme beaucoup moins important que les autres facettes. Et peu à peu, on voit bien le marché américain, le marché anglais, peu à peu, on voit que probablement c'est le crowdfunding de type equity qui va l'emporter en termes de taille sur les autres. Ça veut dire que vous avez un phénomène de marché directeur, comme on dit en finance, qui va se progrédir et qui est favorable à l'equity. Autre élément important, c'est que tout de même, on a un rapprochement au fond de la finance et du réel, de l'économie du réel. On a des grandes discussions dans ce métier de dire la finance est un peu de chien indépendant. François Hollande, mon ennemi à la finance, et de la réalité. Bon. Et ce que demandent en partie, au moins les crowdfunders, c'est de suivre, de bien connaître, de suivre le projet, de savoir où leurs sous vont. Et à travers cette technique-là, on a une certaine forme de rapprochement, effectivement, des investisseurs et des projets et des managers de ces projets. Donc c'est un rapprochement, au fond, du réel, de la finance, une forme de finance positive qui se redéveloppe et qui fait réponse à un certain nombre de questions que se posent beaucoup de concitoyens. C'est aussi quelque chose qui apporte de la flexibilité d'un côté pour l'initiateur du projet, de la sécurité aussi pour l'investisseur. Donc on modifie un petit peu ces deux paramètres-là qui sont importants dans le comportement. On touche au coût de rentabilité risque, traditionnellement, comme on dit en finance. Enfin, il y a une difficulté importante, qui là n'est pas résolue, mais elle n'est pas résolue pour d'autres types de financement ou de produits, c'est le problème de la liquidité. Investir dans quelque chose, il y a un problème de liquidité, vous achetez un bien, une des questions que vous allez vous poser, c'est est-ce que je peux vendre, est-ce que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, est-ce que je pourrais revendre si j'en ai besoin, parce que je vais ailleurs, ou je prends ma retraite. Et ça, c'est une question centrale. Pour l'instant, il n'y a pas de liquidité organisée. Mais, si vous regardez les marchés financiers, le marché secondaire, comme on dit, sur les obligations, il n'est pas très liquide. Si vous regardez sur les petites sociétés cotées, il n'est pas très liquide. Si vous allez voir votre banquier et vous dites j'ai des liquidités sur mon compte, c'est vraiment très bien rémunéré, vous avez d'autres choses à me proposer, il va vous dire ah oui, les SCPI, vous allez voir, c'est très très bien, c'est nous qui gérons, vous aurez un bon rendement. Peut-être que vous allez avoir un bon rendement, mais si dans 3 ans, 4 ans, vous voulez effectivement sortir et récupérer vos sous, ça ne va pas être aussi simple que ça. Donc, bon, il existe ce problème de liquidité, mais il n'est pas propre, effectivement, au problème du crowdfunding. J'avais réfléchi un petit peu au moyen de rendre tout ça un petit peu plus liquide. Alors, quelques idées. On revient sur l'importance des plateformes, parce que quand vous regardez la liquidité, elle peut être organisée au travers d'un marché boursier existant, sans rentrer dans les débats de spécialistes, par exemple Internet, qui est le marché des petites et moyennes entreprises. Mais on pourrait imaginer qu'il y ait une espèce de grande plateforme organisée par les plateformes, et que ce soit les plateformes qui elles-mêmes organisent cette liquidité, à condition qu'elles en aient les moyens, et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire les 5 ou 10 qui survivront et qui auront les moyens, effectivement, d'être encore plus efficaces dans le contrôle des projets et d'assurer la liquidité de sortie au bout des 5-6 ans. Pourquoi ce problème ne s'oppose pas à la seconde? On se parle. Pour la bonne raison, c'est que le développement du crowdfunding est récent en France, 3-4 ans. Si on considère que le terme normal quand on investit en action, c'est 5, 6 ou 7 ans, le problème va vraiment se poser dans 2-3 ans. Et donc, vous penserez à notre matinée dans 2-3 ans, quand effectivement, là, il y aura des
nécessité d'intervenir. Autre limite, c'est le risque d'escroquerie. Il y a eu le cas en Suède, on le raconte dans le bouquin, c'est aussi la crédibilité des projets qui sont présentés. La sélectivité, 5 sur 100, est grande, mais même. Donc il faut que les plateformes aient la certitude que les projets qu'elles présentent, qu'elles rendent publics, sont crédibles, sont durables et sont, entre guillemets, rentables. On parle quand même un peu de rentabilité, soit pour payer des taux d'intérêt, soit pour effectivement rembourser en fin de parcours. Dernier point, peut-être, qui peut vous intéresser, c'est que le crowdfunding par le prêt bute depuis 1 an ou 2 sur une difficulté, qui est tout simplement le niveau des taux pratiqués sur les marchés. Vous avez tous entendu parler des taux bas ou des taux négatifs. C'est la pire solution pour le crowdfunding par le prêt, pour la bonne raison, c'est que mécaniquement, les taux d'intérêt des prêts en matière de crowdfunding sont plus élevés que des taux zéro. Donc c'est un frein, pour l'instant, au développement du crowdfunding. Pourquoi les taux d'intérêt sont plus élevés? Parce que les projets sont souvent plus risqués. En même temps, on peut effectivement considérer que la sélectivité ayant été faite, on arrivera quand même, les entreprises arriveront quand même à rémunérer et à payer les intérêts des prêts en question. Mais c'est un frein au développement, sans aucun doute, et ça peut être un accélérateur d'ailleurs de passage vers l'equity, vers les actions. Alors vous avez quand même 2 autres choses qui sont plutôt favorables au crowdfunding, comme à d'autres financements alternatifs. C'est la pression qui est faite sur les banques, les contraintes réglementaires de ces banques. On va s'attendre à une reprise forte du crédit bancaire. On va plutôt vers une structure plus américaine où le rôle des banques dans le financement de l'économie sera plus faible qu'il n'a été historiquement. Et puis il y a un deuxième facteur qui est quand même très propre à l'Europe, l'institution américaine très différente, et en particulier à la France, c'est le poids des prélèvements fiscaux et sociaux. Il est évident qu'à l'avenir, quel que soit le gouvernement en place, on va aller vers une décroissance lente de ces prélèvements. Donc ça veut dire des arbitrages. Ou alors, c'est une discussion qu'on avait tout à l'heure, c'est plus d'efficacité dans la gestion publique. Les deux pouvoir être d'ailleurs associés. Mais cela étant, ces 2 éléments-là font qu'il faut trouver des financements alternatifs et que ce n'est pas la solution, mais ça peut être un élément d'un ensemble de solutions pour faire face au financement d'un certain nombre d'activités, en particulier dans des domaines qui sont les vôtres, dans le domaine culturel, dans le domaine de l'éducation, où il va bien falloir trouver des solutions qui, pour le moment, sont quand même relativement peu explorées en France par rapport à d'autres pays, même des pays européens. Merci. Est-ce que du coup on peut passer à une phase de questions rapides sur justement là, pour enchaîner, moi j'en avais une sur est-ce qu'il y a des exemples d'associations, alors peut-être pas de collectivités, mais de structures pas forcément entreprises qui font appel aux prêts et à l'action de cette activité Nous, on avait trouvé une région qui avait effectivement mis en place un système, mais pas, je dirais, pas finançant des associations, c'est la région Nord-Pas-de-Calais, Hauts-de-France maintenant. Mais nous, on n'a pas eu, à l'époque, on a fait le bouquin, connaissance de mais c'était doucement dit la conclusion d'Alain. Peut-être qu'aujourd'hui, je vais être un peu direct, mais l'habitude un petit peu des financements publics n'a pas rendu encore nécessaire le recours à d'autres solutions. Et ça va peut-être venir. Ça l'est déjà, tant mieux. Et peut-être que le crowdfunding n'a pas encore été complètement exploré, donc peut-être que c'est une piste à explorer pour vos structures. Ça dépend un petit peu, on en parlait tout à l'heure, mais ça dépend aussi de la nature de vos structures. Moi, je ne sais pas si vous êtes des fondations, des associations, des trucs, des machins, mais il n'y a pas de blocage, là-dessus, notamment sur tout ce qui est prêt, dont évidemment, n'en parlons pas, il n'y a pas de problème, mais prêt rémunéré, pas rémunéré, c'est sûrement des points à creuser, ou des actions d'influence, de lobbying à mener. Il est clair que s'il y a en France, depuis 2 ans, une loi sur le crowdfunding,
c'est qu'il y a eu effectivement un certain nombre de gens qui ont bougé et fait bouger les lignes sur ce sujet, parce que, on l'a évoqué, mais le crowdfunding, c'est la fin du monopole bancaire en France. Ça veut dire qu'il y a d'autres façons, notamment pour les prêts, de financer par crédit. Les banques, elles se sont battues contre ça. Et on l'a évoqué tout à l'heure, aujourd'hui, on a des banques qui prennent des participations dans des plateformes, des banques qui prennent le contrôle de plateformes, donc comme toujours, les banquiers ont envie d'être mis hors jeu, mais c'est peut-être au lobbying de vos structures de pousser les feux pour qu'effectivement il y ait plus de facilité pour faire du crowdfunding pour vos organisations. Je pense que pour vos organisations, je vais vous donner un exemple. Regardez l'exemple d'HEC. C'est un excellent exemple. HEC est une école de gestion que vous connaissez. Et comme la plupart des écoles de gestion, elle a des problèmes de financement. Pourquoi a-t-elle des problèmes de financement? Parce que les chambres de commerce, qui sont des établissements publics, pour la Chambre de commerce de Paris-de-France, établissement public administratif, a vu ses ressources diminuer. L'État, on sait que la Chambre de commerce est encore minoritaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que compte tenu de l'évolution de ces institutions, il fallait trouver des solutions pour faire face aux besoins de financement. Bien. Quelles ont été les réponses? Un, le développement d'une fondation. Une fondation qui est abordée par qui vient donner. C'est du don à ce stade. Deuxième élément, c'est une modification législative. Une création de sociétés anonymes à objet de scientifiques, je sais pas, ça va, participer au projet. Enseignement supérieur, scientifique et culturel. Qui fait que vous êtes dans un cadre de société anonyme. La seule vraie restriction, c'est le fait qu'on ne peut pas distribuer de dividendes. On a des personnes, des entreprises, qui peuvent souscrire des actions. Et en même temps, cette structure peut être abondée par la fondation. Donc on a à la fois, si vous voulez, des mécanismes qui sont des mécanismes de dons et des mécanismes qui sont des mécanismes d'equity. Pour l'instant, ils n'ont pas eu besoin d'avoir recours à une plateforme de crowdfunding. Le système des réseaux anciens suffit largement pour arriver à abonder le système. Mais quand vous regardez une structure de ce type-là, vous pouvez vous dire que le crowdfunding est tout à fait adaptable et que ce type de forme juridique, à mon avis, peut être étendu à d'autres activités culturelles qui pourraient rentrer effectivement dans ce cadre. C'est aussi que progressivement, un petit peu comme ça se fait, si vous voulez, sur les limites, sur les montants, on assouplisse un petit peu aussi les limites d'utilisation de la structure d'une nouvelle société anonyme qui a été créée pour que plus d'établissements culturels, scientifiques ou d'éducation peuvent y avoir recours. On est un petit peu aussi dans ce schéma. Il faut continuer le lobbying de telle manière que ces formes-là s'étendent en termes d'utilisation et permettent à la fois d'associer différentes formes d'apport par le don, par le prêt et par l'equity. Ce n'est pas incompatible, au contraire, il faut le rendre compatible. On ne vous apprend rien, simplement quand on voit le décret dont je viens de parler qui est sorti le 28 octobre, l'annonce en avait été faite, cette année, avant-hier. L'annonce en a été faite le 29 mars dernier par Emmanuel Macron, qui était ministre des Finances à l'époque encore, et on était présent à cette manifestation. Il aura donc fallu de fin mars à fin octobre pour changer le plafond de 1000 à 2000. Donc vous voyez qu'effectivement, le lobbying, c'est du long terme. Mais ça a survécu au départ de... Ça a survécu, absolument. M. Macron, merci. Dans le crowdfunding par action, Oui. j'ai bien compris que dans certains cas, il n'y a pas de dividende, mais est-ce que ça... Ah non. C'est dans le Dans le cas particulier des choses, c'est comme pour ça, il n'y a pas de règle. Il y a pas de règle. Tout à fait. Le promoteur immobilier, il a distribué les dividendes. Oui, je comprends aussi que quand c'est des prêts, il n'y a pas de pouvoir au niveau des orientations de l'entité
absolument. en fait, mais dans le cas des actions, c'est Bien sûr, bien sûr. Les actionnaires sont représentés soit au travers de la plateforme, soit par un comité d'actionnaires qui siège au sein de l'entreprise. Oui, absolument. Ils ont le comportement et le pouvoir d'un actionnaire. Alors, si vous regardez le cas de l'immobilier qui se développe relativement rapidement actuellement, ils sont quand même très faibles en termes de pouvoir. Puisque l'idée, c'est que les promoteurs puissent avoir à peu près 20% de fonds propres avant d'aller voir le banquier qui va apporter 80% de la mise. Et bien évidemment, lui-même, promoteur, et ses amis ou alliés ou sa famille apportent quelques pourcents. Donc les crowdfunders vont apporter entre 10, 12, 13%. Donc ensuite, leur pouvoir sera égal en pourcentage, en proportion à ce qu'ils ont apporté. Donc leur influence sur la gestion du projet de l'entreprise est dérisoire. On est plus dans une logique d'information. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont l'information obligatoirement faite par l'entreprise qui fait du report probablement beaucoup plus régulièrement et beaucoup plus grande proximité que pour une société cotée traditionnelle, même si une société cotée a de plus en plus d'obligations d'information.